Je vous demande d'accueillir l'orchestre Cosmophonie. Là, vous êtes représenté ensuite par son chef d'orchestre, Yunkan Han. Pendant qu'ils prennent place, je vais juste rappeler que quand on a commencé à travailler sur ce projet de cinéma, indépendamment des considérations sur est-ce que 311 places, c'est pas trop grand, on n'arrivera jamais à remplir, tout ça, on vient de refuser 60 personnes. On s'était dit, il faut une scène, parce que quand même, un des grands plaisirs du cinéma, c'est les ciné-concerts. Voilà. Mais du coup, est-ce que c'est une bonne idée de mettre une grande scène dans une grande salle? Est-ce que les ciné-concerts, c'est pas en milieu un peu réservé, avec une cinquantaine de spectateurs et donc, votre présence, et surtout la présence de Cosmophonie, nous donne raison absolument sur le fait que nous allons continuer à faire des ciné-concerts à ce tarif-là, c'est-à-dire les tarifs habituels du Méliès. Merci à vous, et merci à vous. Prochaine échéance du coup, puisqu'on est partenaire avec le festival Toute la mémoire du monde de la Cinémathèque française, j'espère que vous serez aussi nombreux pour le prochain ciné-concert qui, a priori, en tout cas de grande envergure, aura lieu au mois de février. Donc suivez de près les programmes pour pouvoir être de nouveau présents et nous contraindre d'utiliser cette grande salle dans toutes ses capacités, c'est-à-dire entre autres avec cette scène. Monsieur Yunkan Han, le chef d'orchestre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux pour The Kid Chaplin avec l'orchestre Cosmophonie sur scène. Je vais juste, pour ceux qui se posent la question, parce que je pense qu'il y en a quelques-uns au moins, qui se posent la question de ce qui vient de se passer en fait sur scène, c'est qu'en fait l'orchestre s'accorde, donc un instrument donne une note de référence et tous les autres s'accordent sur celui-là. Voilà, juste avant en général, un concert symphonique. Alors, je sais que donc il y a une conférence ensuite et je n'ai pas envie non plus ni d'empiéter sur la conférence, ni non plus de vous gâcher le film en vous racontant trop d'éléments d'histoire. Je vais juste un peu vous énoncer peut-être quelques pistes pour à la fois écouter la musique et à la fois découvrir le film avant même la projection. Alors, il faut savoir que ce film de Charlie Chaplin est assez unique, je pense, en tout cas, au niveau de sa composition musicale, puisque Charlie Chaplin est le compositeur de la musique. Voilà. Donc ça, c'est quand même un détail assez rare, je pense, pour être signalé, que le principal réalisateur, acteur, dialoguiste, scénariste, monteur, etc., sera également le compositeur de la musique. Alors, partant de cette idée-là, ce que nous pouvons proposer tous ensemble, c'est justement de voir en quoi un réalisateur qui compose propose des pistes différentes par rapport à un compositeur complètement détaché du film en général. Je vais tout de suite vous proposer d'écouter le thème principal que l'on entend au début, au milieu et à la fin du film. Alors, déjà, je vous dévoile peut-être
une partie de la trame du film avec cela. Mais c'est peut-être pour une question qu'on se pose quand on va au cinéma, en tout cas moi je me la pose, on me la posait beaucoup plus souvent, c'est comment le film se finit. C'est vrai qu'on est déjà dans la salle et on se demande déjà comment le film peut se finir. Alors je vous propose peut-être d'écouter ce thème qui est à la fois au début et à la fin, et peut-être déjà de vous faire une opinion, de savoir si ce film se finit bien ou mal. Alors voilà, donc alors pour préserver le mystère du film, je ne vais pas répondre moi-même à cette question. Je vous laisse vous faire votre propre idée. Par contre, pareil, toujours, je ne suis pas très, je suis pas très subtil. Je vais quand même proposer un thème qui va, selon moi, je pense, sur la plupart des auditeurs, un thème qui va plutôt à l'encontre de cette ambiance qui est instillée dès le début du film. Je vous propose d'écouter un autre extrait qui intervient plus tard dans le film. Alors, donc, je me suis permis de vous proposer cet extrait, et l'orchestre également, de vous proposer cet extrait qui est plutôt en opposition avec le premier thème que vous avez entendu. Pareil, je vous laisse à votre simple imagination et à vos propres sensations pour savoir ce que cela peut décrire. Je vais tout de même me permettre d'apporter un élément qui permet de montrer en quoi Charlie Chaplin raconte des histoires en même temps qu'il fait de la musique. Alors, je vais prendre un élément qui intervient dans le film et qui intervient assez souvent pour décrire des moments paisibles, des moments de joie. Nous allons vous proposer tout de suite.
ou même musicaux, avant d'être musicologique. Donc c'est un mouvement valsé, en forme de valse. La valse se définit, donc c'est une danse, qui se définit par sa pulsation à 3. Donc, si vous avez essayé de faire attention de la musique, normalement cette musique se bat à 3 temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et vous entendez, voilà, cette ritournelle court sur toute la musique. Donc, Charlie Chaplin choisit un thème de valse élégant, confortable, pour amener ces moments paisibles. Alors justement, pour vous montrer ce qu'on peut faire au niveau de la musique de film, je vais prendre en fait l'exemple où Charlie Chaplin détourne une valse pour au contraire distiller un élément un peu plus inquiétant, ou en tout cas un peu plus instable. Donc ce sera le dernier extrait que nous proposons, c'est donc une autre valse. Donc là, je me permets de vous le dire en avance, pour que vous essayiez de retrouver cette sensation de 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais justement, à partir de cette valse, comment peut-on essayer d'introduire un élément de mystère ou d'inquiétude? Vous allez l'écouter tout de suite. Donc, je pense que peut-être sur cet extrait, on sent beaucoup mieux de la façon dont c'est composé, cette sensation de 1, 2, 3. Et vous voyez bien que l'atmosphère qui en résulte, loin de moi l'idée de vous forcer à penser ou à sentir la musique comme il se devrait. Mais voilà, en tout cas sur un élément, une valse, un élément basique, voici comment on peut voir deux changements d'ambiance, deux changements d'atmosphère, et qui concourent finalement à faire toute l'histoire du film avec ces changements d'ambiance et ces changements de sensations vis-à-vis de ce qui se passe auprès du film. Je pense que... Merci à Yoon Kun-han et l'orchestre de Cosmophonie. Peut-être deux mots sur l'histoire de l'orchestre, quand même pour savoir un petit peu qui on a devant nous, et puis ensuite, moi, j'expliquerai un peu le déroulement de la suite de la projection. Alors, dans ce cas, du coup, laisser la parole à la présidente qui... donc, l'orchestre Cosmophonie réunit des musiciens amateurs qui ont l'habitude en fait, de jouer dans d'autres orchestres symphoniques en région parisienne majoritairement. Cet orchestre donc, a pour vocation de jouer des musiques de film pendant les projections, ce qui implique donc les musiques originales comme celle de Charlie Chaplin, mais également Cosmophonie aussi se fait une spécialité de créer des musiques, donc, ce qui signifie que sur un film existant, donc en général les films muets pour pouvoir avoir une musique continue, sur des films existants muets ou des films d'animation, de recueillir des compositions, des créations d'autres compositeurs actuels qui accompagnent donc la musique du film et qui nous permettent donc de proposer le film non plus en spectacle traditionnel, mais en spectacle animé. Merci beaucoup. Avant de vous écouter et de regarder le film, oui, vous pouvez les applaudir, ça se fait, bien sûr. Un petit mot du mode d'emploi. D'abord, je vais dire deux mots du film. Ensuite, on voit donc la projection accompagnée par Cosmophonie. Franchement, moi j'ai revu le film ce matin pour la 72e fois de ma vie. Et là, j'ai cru pleurer en 3 minutes, tellement c'est différent de voir la musique live sur un film. Vraiment, enfin, fortiori sur ce film-là, parce que pour le coup, la musique charrie les images quand on les a un peu à l'esprit. Donc je pense que ça va être bouleversant en fait, mais je dis ça, j'en frissonne en le disant, tellement je suis sûr que ça va être bouleversant. Juste après, on laissera l'orchestre se dissiper et emporter les instruments, et donc on fera une pause de 5 à 8, 10 minutes, le temps nécessaire pour évacuer le plateau, et ensuite je ferai une petite conférence sur le film, dont l'enjeu est d'initier la nouvelle saison de l'Université populaire, et avec comme contrainte, en tout cas c'est celle que j'essaie de mettre en place, de faire de l'analyse de film en salle,
Et donc on va travailler sur les 5 dernières minutes du film, entre autres, je parlerai du reste, hein, mais en essayant d'évoquer quelques éléments nécessaires à la compréhension des enjeux, à partir vraiment de la matière de l'image, à partir d'un constat très simple, hein, c'est qu'on a des conditions techniques vraiment optimales dans cette salle, que du coup vous allez faire de l'analyse filmique en 4K, alors qu'avant ça se faisait en VHS dans des salles de cours à la fac, dans des lieux incongrus. Voilà, donc autant profiter de la meilleure qualité possible pour pouvoir vous offrir ces temps de réflexion autour du cinéma à partir de la matière même de la mise en scène. Dernière chose, c'est donc le premier long métrage de Chaplin, 1921. Personne n'attend qu'il fasse un long métrage quand il fait Le Kid. En fait, il est censé rendre des cours. Dans le contrat qu'il a avec la First National, il doit faire un cours, et à la place d'un 2 bobines, il va en faire 7. Et donc, du coup, les rapports se tendent avec son producteur, qui n'attend absolument pas ça, qui veut absolument pas couvrir les frais afférents à ce changement de braquet et au passage au long métrage qu'il a décidé tout seul, d'autant que la méthode de Chaplin, je vous la rappelle si vous la connaissez, ou je vous l'apprends si vous l'ignorez, elle est folle, elle est unique dans l'histoire du cinéma, c'est je tourne même si j'ai pas de projet, même si j'ai pas de scénario, même si j'ai pas d'idée, parce que de toute façon, le matin, je peux avoir l'idée géniale qui fait que. Donc ce film-là, par exemple, c'est 18 mois de travail, c'est presque 1 an de tournage, ce qui sont des conditions absolument inouïes dans l'histoire du cinéma. Et donc évidemment, ça coûte cher, parce qu'il faut réunir tout le monde, tout ça, y compris les jours où ça sort pas, où il n'y a pas l'idée géniale au bout. Donc ce film est absolument unique pour une raison principale, c'est qu'il est une fusion absolument idéale entre 2 genres qu'a priori tout le monde disait opposés avant que Chaplin ne survienne dans l'histoire du cinéma. Il le raconte un peu comme ça dans son autobiographie, Ma vie, qui est le burlesque, il y a des choses extrêmement drôles dans le film, et le mélodrame. Et d'atteindre à ce point ces 2 registres-là, annoncés dès le carton initial, c'est absolument unique, a fortiori en 1921. Bonne projection, mesdames, messieurs, bon jeu, et à tout à l'heure. Vous pouvez réassister à l'accordage pour être sûr, parce qu'ils ont joué un peu. Donc c'est pour l'accordage de confort. L'orchestre Cosmophonie, quand même. Vu leur réaction, j'ai l'impression qu'on va les réinviter, là. Hein? Ouais. Bon, on les applaudit une dernière fois, et puis ensuite on les accompagne. Merci à tous. Au passage, on remercie aussi Roy Export qui nous a permis d'avoir accès à cette copie. Et l'ayant droit au film de Charlie Chaplin. Juste avant de faire ce film, Chaplin dit dans son autobiographie qu'il est en panne d'inspiration. Et déjà, quand Chaplin dit ça, moi, ça me fait rire. Et quand on voit l'œuvre qu'il a, se dire que ce type connaît des pannes d'inspiration, ça paraît inouï. Puis qu'il est au début de ses longs métrages, et après, il va faire des chefs-d'œuvre absolus. Et il explique que cette panne d'inspiration, c'est une des rares fois par ses difficultés conjugales. Alors, pour le coup, là, c'est pas une des rares fois, les difficultés conjugales. C'est un peu collectionné. Et en fait, du coup, ce contexte-là raconte un peu des éléments qui vont transparaître dans le film d'une façon ou d'une autre. En fait, au moment où il fait Le Kid, donc il commence à y travailler en 19, et il vient de se marier avec Mildred Harris, et ça se passe pas bien, en fait. Pas bien du tout. Ils finissent d'ailleurs assez rapidement par ne plus du tout se parler. Et donc, ils s'arrangent pour jamais être là en même temps.
Donc un certain nombre des plans de l'œuvre ultérieure, enfin j'ai revu tout à l'heure le début de l'opinion publique au Women of Paris, et du coup en venant je me disais en fait peut-être que le plus beau moment de toute l'histoire du cinéma de Chaplin c'est ça, c'est les 15 premières minutes de ce film, pas beaucoup vu, et pour cause, il n'est pas dedans, en fait il apparaît 2 secondes. Mais c'est un chef-d'œuvre absolu. Pour le coup, c'est comment la cosmophonie, c'est ça qu'il faut faire en ce moment concert. Il faut être aussi nombreux alors qu'il n'y a pas Chaplin dedans et c'est pas drôle, mais c'est à tomber quoi. Bref, et en fait, du coup, cette période-là de sa vie est plutôt empreinte d'une dimension mélancolique, pour pas dire plus, un peu tragique même. Et pourquoi tragique? Parce que son mariage très vite implose, et qu'en fait, il implose entre autres parce que, juste avant de commencer vraiment à travailler sur le kid, Mildred Harris est enceinte. Déjà, il l'a épousée, elle était mineure, tout ça. Enfin, même Chaplin, c'est du lourd hein, en termes de rapport aux femmes, d'histoire conjugale. Donc il a épousé cette actrice et rapidement il se rend compte qu'il n'arrive pas à lui parler, à travailler, à fonder quoi que ce soit avec elle. Or elle est enceinte et l'enfant meurt au bout de 3 jours. Et donc quand même, au moment où Chaplin commence à envisager de travailler sur le kid, il dit qu'il n'a plus d'idée, il y a une espèce de crise réelle. 2, il vient de rompre avec sa première femme, parce que c'est sa première femme. Et 3, il vient de perdre un enfant. Et dans ce contexte-là, il va faire ce truc dingue, qui est de se dire, tiens, mais si je continuais à travailler avec mon ex-femme, Edna Purviance, puisque c'est son ex-femme, enfin c'est son ex-compagne, mariée, c'est son ex-compagne, et si je faisais un film sur la paternité? Et moi, rien que ça me paraît dingue. C'est-à-dire, quand on vit ça, d'enchaîner juste derrière, avec le fait qu'il va faire un film sur le rapport père-fils, c'est inouï d'en faire ça, ce film-là. Du coup, dans ce film-là, il y a des tas de strates de signification qui sont imprégnées de cette histoire personnelle et familiale. Si je dis personnelle et familiale, évidemment, c'est parce que le rapport à l'enfant, quand on connaît un peu la biographie de Chaplin, a des traces de ça. Tout le monde sur le plateau, par exemple, parmi les quelques témoins qu'il y a eu par la suite, disait que dans la scène sur le camion où il embrasse l'enfant, évidemment, tout le monde était bouleversé. Je vais chialer en parlant, c'est pas possible ça. Je peux pas faire ça. Donc tout le monde sur le tournage était en train de raconter que c'était son propre enfant qui l'embrassait. Et de ce point de vue, il y a un plan à tomber par terre qui, moi, me bouleverse comme peu de plans dans l'histoire du cinéma m'émeuvent. C'est évidemment le plan où elle vient devant chez lui, où on lui remet un enfant bébé dans les bras, à elle, et où elle ferme les yeux, et au moment où elle ferme les yeux, la porte s'ouvre sur son vrai enfant à elle. C'est un plan sublime, enfin. S'il y a une définition du sublime au cinéma, elle est là, quoi. Évidemment, c'est une apparition, évidemment, c'est une projection fantasmatique, évidemment, en même temps, c'est la mise en rapport réel de la mère et de l'enfant réel, et évidemment, la femme qui serre cet enfant dans ses bras, c'est Charlot. C'est Chaplin, c'est Chaplin. C'est l'enfant qu'il n'a pas réussi à avoir, et que là, il blottit, et qui, du coup, permet de projeter le fait que cet enfant aurait pu grandir et serait devenu ça. Et donc, pour moi, l'une des origines du film, c'est ça. C'est vraiment faire un film sur le deuil de l'enfant qui aurait pu naître, et qui non seulement est mort, mais a tué l'amour avec la femme qu'il avait enfantée. Bon, ça, c'est une des strates du film, et pour moi, elle enrichit vraiment l'émotion du film, hein, parce que je pense vraiment qu'elle est là, quoi. Et se dire que Chaplin a été assez fort pour transformer ce drame intime en chef-d'œuvre universel sur un temps aussi court, pour le coup, c'est inouï. Je dis temps aussi court, c'est un peu ironique par rapport à son producteur qui trouvait qu'un an de tournage, c'était la folie totale, qu'il ne fallait absolument pas faire ça et qu'on ne pouvait pas faire ça. Quand on sait ce qu'il venait de traverser, c'est extraordinairement court. D'autant que, alors ça c'est plus anecdotique, mais c'est plutôt rigolo, et ça c'est vraiment rentré dans la légende, sa compagne, sa femme, qui du coup a assez vite accepté sa proposition de divorce pendant qu'il était en train de travailler sur le film, s'est mis à, apparemment, ça c'est la version de Chaplin, mais à changer l'exigence au fur et à mesure où le tournage avançait et à devenir de plus en plus revendicative. Et donc chaque fois qu'elle a accepté les termes d'un contrat de divorce, comme ça, à l'amiable, en fait, au moment des signatures, ça devenait autre chose et ça ne se faisait pas. Et assez rapidement, dit Chaplin, il y a eu une collusion, c'est comme ça qu'il a vécu, après, encore une fois, je désigne l'auteur des propos, hein, ils sont peut-être absolument faux, réécrits, refondés, avec la société de production,
qui est qu'à un moment, la société de production a refusé de payer pour un film de 7 bobines alors qu'elle en attendait 2, a dit à Chaplin, le surcoût c'est vous, et puisqu'on ne veut pas payer, puisqu'il y a des dettes, en fait on va saisir le négatif. Et là il y a un autre truc dingue, c'est qu'évidemment le bébé du film, le kit qu'on arrache, c'est le film lui-même. C'est son film à lui qu'on a essayé de lui arracher. Et il a été obligé vraiment de le protéger, et d'une façon assez stupéfiante. Il l'a envoyé en cachette à Salt Lake City, où il a planqué les négatifs dans une chambre d'hôtel, où il était évidemment strictement interdit par la loi de prendre des négatifs, puisqu'à l'époque c'était la pellicule inflammable et que c'était extrêmement dangereux. Et il a monté dans une chambre d'hôtel à l'abri de tous les regards, en se cachant pour aller dans cette chambre, parfois en se déguisant, parfois. Évidemment, il était déjà suivi par l'ancêtre des paparazzi. Donc l'enfant qu'on arrache, c'est devenu le Kid lui-même. C'est devenu le film qui porte le nom de le Kid. On a essayé de lui arracher et que malgré tout, il a fini par mener à son terme, quels que soient ses démêlés avec la justice et avec son esprit. Ça, c'est le deuxième degré de lecture et d'intimité qui transparaît pour partie dans le film, parce que pour le coup, ça intervient vraiment pendant le tournage et pendant le montage. Et puis il y en a un troisième, qui là aussi est une couche émotionnelle supplémentaire, c'est que, évidemment, ça raconte aussi sa propre enfance, y compris par les choix des décors. Hein. Évidemment, dans le quartier où habite Charlot, on pense fortement à Londres et à ces quartiers plus ou moins malfamés. Et évidemment, on pense aux quartiers dans lesquels Chaplin lui-même a été élevé par une mère à laquelle il a été arraché à l'âge de 7 ans, pour être placé dans un orphelinat avec son frère, dans des institutions successives, de sorte que là aussi, dans la séquence où on arrache l'enfant, littéralement, hein, c'est vraiment filmé comme ça, c'est un arrachement, c'est évidemment une façon de renouer avec sa propre histoire. Et donc là, il n'est pas Charlot, il est vraiment l'enfant. D'ailleurs, tous les témoignages concordent sur le fait que ce qui était fou sur le tournage, c'était que Jackie Coogan, puisque désormais son nom est dans la légende absolue, était une espèce de mini Charlot. Il l'a immédiatement identifié et reconnu comme un mini-moi, quoi. De sorte qu'il jouait aussi Charlot enfant. Donc dans le plan que j'évoquais tout à l'heure, où on voit apparaître Jackie Coogan par la porte entrouverte alors que la femme est là, c'est aussi l'enfance de Chaplin qui réapparaît à cet endroit. Et ce film est un film de réconciliation avec sa propre enfance. Comment je raconte ma propre enfance par la fiction. Et donc réussir à surmonter un divorce, la mort d'un enfant, les blessures d'enfance dont il s'était quand même tenu plus ou moins écarté dans ses films antérieurs, pour les affronter de façon aussi directe, il faut juste être génial. Enfin, voilà. Ça c'est un trou. Après, dans ce qui est stupéfiant, c'est que, voilà, dans son autobiographie, il dit vraiment qu'il a eu une conversation avec un ami qui lui disait « mais ce film ne peut pas marcher. Il ne peut pas marcher parce qu'il faut que tu choisisses ton camp. » Et choisir son camp, c'est que, et alors pour le coup, ça résonne avec un grand philosophe français, dans Le Rire de Bergson, on nous explique que pour faire rire, il faut suspendre l'émotion. Que le rire serait contraire de l'émotion et que donc il y a une suspension momentanée du cœur. C'est une expression de Bergson. Et en fait, le pari de Chaplin, et c'est une des plus belles réponses d'artiste à une théorie philosophique, c'est que lui, il est convaincu que les deux s'enrichissent, et que les deux se nourrissent l'un l'autre, et qu'on peut, d'une séquence à l'autre, d'une minute à l'autre, basculer d'une émotion à l'émotion du rire, puisqu'il considère que le rire est aussi une émotion. Donc on a eu tout le temps tendance à opposer les deux. Lui pense que le rire et les larmes vont s'enchaîner l'un l'autre, vont s'entraîner l'un l'autre, et créer du coup une espèce de sentiment un peu inouï, quoi, inédit, d'apesanteur. Et il y a quelques moments du film qui atteignent vraiment ça. C'est-à-dire où tout à coup, on passe d'une séquence franchement drôle, je sais pas, la boxe avec le frère du gamin avec qui s'est battu l'enfant, et juste derrière, on est dans un truc qui est juste poignant. Et où tout à coup, on a l'impression d'avoir nous-mêmes le souffle coupé. C'est pas l'effet d'un coup de poing, c'est vraiment le changement de registre. Voilà. Évidemment, le travail sur la musique permet aussi ça. Hein. Donc, je rappelle que pour le coup, elle est postérieure, mais elle est vraiment composée et d'ailleurs enregistrée par Chaplin, et les images de cet enregistrement. Et qu'elle est faite aussi à l'occasion d'un remontage du film, puisqu'il a coupé un certain nombre de séquences qui figurent sur le DVD. Il y a 3 scènes qui ont été coupées par Chaplin lui-même, et qui ne sont pas inintéressantes d'ailleurs. Il a coupé les choses que 50 ans plus tard, 50 ans après avoir fait le film, il trouvait trop sentimentales. Pas seulement d'ailleurs, trop symboliques parfois aussi.
D'ailleurs, il y a un plan qu'il a laissé qui est très symbolique, et c'est même étrange, c'est évidemment le Christ portant la croix. Et là, voilà, donc c'est presque étonnant qu'il l'ait maintenu, parce que pour le coup, dans les 3 séquences qu'il a coupées par ailleurs, il y a une séquence tout aussi métaphorique sur un plan religieux, où on la voit, et qui est une très belle séquence par ailleurs, qui fait presque penser à du Murnau dans l'Aurore, et une séquence où elle se promène dans la rue, elle vient d'abandonner son enfant, et elle arrive sur le seuil d'une église, et là, la mariée fait une gueule pas possible. On se rend compte qu'elle épouse un homme beaucoup plus âgé qu'elle, qui a des fleurs dans les mains. Les fleurs tombent par terre, l'homme piétine les fleurs. La tête de la mariée laisse assez peu d'espoir sur le caractère de réussite de ce mariage. Et elle, tout à coup, est nimbée d'une lumière produite par le vitrail qui se trouve dans l'église, de sorte qu'elle est une sainte, vraiment. Il la filme comme une sainte, comme assez souvent d'ailleurs. Chaplin filme les femmes. Ça vaut en partie pour l'héroïne des Lumières de la ville, par exemple, qui est le nouveau film inscrit au programme du baccalauréat, donc vous ne couperez pas à une conférence sur les Lumières de la ville dans les mois qui viennent. C'est une menace. Ou une promesse, oui. Bon, donc, voilà, sur un plan intime et personnel, ce film va vraiment relancer la créativité de Chaplin. C'est ça qui est dingue, c'est que plus sa situation personnelle est catastrophique, plus il trouve une énergie folle pour transformer cette situation dramatique en acte de création véritable et d'audace, avec ici cette espèce de pari fou de dire non, non, mais on arrête de penser que le rire et l'émotion sont contraires, au contraire, ils se nourrissent l'un l'autre, et donc je vais faire un film qui est à la fois le plus beau mélodrame du monde et le plus beau film burlesque. Parenthèse, sa vraie spécificité dans l'histoire du cinéma est exactement là, hein. C'est pour ça que c'est un film important dans sa filmographie. C'est que les films les plus singuliers de l'œuvre de Chaplin, alors après on vient de dire que l'opinion publique était par moments son chef-d'œuvre absolu et on peut le défendre par ailleurs, et ça c'est un vrai mélodrame pur et simple, quasiment pas de séquences drôles à l'intérieur du film, quasiment, mais sa vraie orientation, ce qu'il cherche à obtenir, c'est ce point d'équilibre des deux genres. Et si je cite Les Lumières de la ville, c'est parce qu'évidemment, là aussi, c'est un très grand mélo et un très grand film burlesque. Dans Les Lumières de la ville, il y a pour moi la scène la plus drôle de tout le cinéma de Chaplin. Vraiment, je ne sais pas comment on peut atteindre une perfection pareille. C'est la scène de boxe. Pour ceux qui ont vu Les Lumières de la ville, c'est juste inouï de réussir à atteindre ça, que ce soit aussi drôle, prodigieusement réalisé, joué de façon absolument parfaite, dans un rapport de déplacement des corps à la chorégraphie qui n'est absolument jamais vu au cinéma à ce moment-là. Et puis, il y a évidemment Les Feux de la Rampe, qui est aussi un point d'équilibre entre la dimension comique et là, pour le coup, très mélancolique par ailleurs, parce que Chaplin est aussi un immense mélancolique, quelque chose de très profondément triste aussi dans son cinéma, ce qui explique probablement aussi l'attachement immense des foules depuis que Chaplin est apparu comme acteur en 1913. Voilà, donc c'est une date magistrale dans l'histoire du cinéma. Du coup, c'est un des premiers burlesques à passer au long. Et si je dis ça, donc Keaton, par exemple, c'est 2 ans après, et en plus de façon très bizarre, parce que chez Keaton, il va faire 3 courts, il va essayer de prendre en long, enfin, c'est un film démontable, le premier long de Keaton. C'est à la fois 3 courts possibles et un long possible, et si le long échoue, on le divisera, on en fera 3 courts. Et là, c'est ce que lui propose de faire son producteur-distributeur. Ils lui disent non, mais nous, 7 bobines, ça ne nous intéresse pas, est-ce qu'on peut les diviser en 3 ? Et pour le coup, une espèce de méconnaissance d'un mouvement historique. Hein. Voilà. Et si je dis ça, c'est aussi parce que très souvent, on a vu Chaplin comme quelqu'un d'un peu réactionnaire ou rétrograde sur le rapport à l'histoire du cinéma, sur le rapport à la mise en scène, je pourrais développer après, et sur le rapport à la technologie, par exemple, son fameux refus du son, passage au sonore. En fait, là, sur la question de comment construire un récit plus ample autour d'une logique burlesque, c'est juste un des premiers. Contre tout le monde, il y va, il se dit non, non, mais maintenant il faut passer, il faut changer de forme, et il faut être effectivement sur un format plus long. Or, il est déjà conscient, comme tous les autres de cette même époque, que faire rire pendant 1 heure, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors là, pour le coup, on a 2000 témoignages des grands génies du burlesque. Je vais en lire un inédit, là, qui paraîtra en février dans Positif, de Jerry Lewis, qui est très beau et qui se réfère à Chaplin, qui dit voilà, en fait, dans un vrai film comique et burlesque d'1h30, vous pouvez faire rire à peu près 40 minutes. C'est une espèce de maximum de ce qu'un spectateur peut, parce que pour que le rire puisse être provoqué, il faut des temps morts, il faut des temps d'attente, de reconstruction. Voilà. Sinon, vous êtes dans une espèce d'épuisement forcené, et il y a un moment où le film s'écroule. Et là, après, vous basculez dans l'ennui total, le rejet, vous sortez. Et effectivement, quand on pense à l'histoire du cinéma, il y a très peu de films qui tentent
de faire rire en continu. C'est quasiment pas possible, en fait. Ça deviendrait une espèce d'épreuve physique pour le spectateur. Lui, très vite, va se dire, pour allonger, la seule solution, c'est la mixité des genres. Et donc, le génie de Chaplin en 21, c'est de se dire, le burlesque ne peut continuer à exister que s'il se marie avec un autre genre, et en l'occurrence avec celui qu'on désigne comme son opposé complet, c'est-à-dire le mélodrame. Donc, allons-y. Posons la question de l'orphelin. Dans les lumières de la vie, elle est orpheline aussi, hein, et puis en plus, elle est aveugle, elle vit avec sa grand-mère. Ici, l'abandon de l'enfant, qui évidemment suscite quand même un déchirement. Parenthèse, le rôle du père a lui aussi évolué, et c'est un des sujets d'écart avec la version longue originelle. Donc le père de l'enfant, le peintre, qu'on voit dans son atelier, qui fait tomber par mégarde la photo, mais qui finalement la balance entièrement au feu, alors qu'il pourrait, je sais pas, en garder un petit bout. Voilà. En fait, il y avait des scènes supplémentaires qui développaient un peu son rôle, ce qui est probablement l'explication pour laquelle il apparaît en tout premier dans le générique, alors qu'il a un rôle absolument dérisoire. Il y a des étrangetés comme ça dans le générique de début, et comme très souvent dans le générique. Par exemple, il y a un truc qui apparaît dans le générique, et qui parfois intrigue. Donc c'est le nom Jack Coogan qui apparaît au générique pour l'enfant. Et en fait, Jack Coogan, c'est ambigu parce que dans les biographies, les livres sur Chaplin et dans les discours de Chaplin lui-même, Jack Coogan, c'est pas le nom de l'enfant, parce que c'est le nom de son père. Et en fait, son père joue dans le film aussi. Donc Jack Coogan senior est dans le film. C'est celui qui joue le pickpocket à l'asile de nuit. Formidable, d'ailleurs. Et donc, il y a à la fois Jack Coogan senior et Jack Coogan junior, c'est-à-dire celui qu'on a appelé ensuite Jackie Coogan, qui n'est pas identifié ici au générique. Parenthèse, cette histoire du rapport au père, pour le coup, là, le père réel, celui qui a été vraiment important au moment de la direction d'acteur, hein, c'est ce que raconte Chaplin dans son autobiographie. En fait, l'une des questions, c'était comment faire pleurer cet enfant. Alors que, franchement, Chaplin l'adorait, pour le coup. Enfin, et qu'il est devenu acteur après, vous savez peut-être, il a joué dans La Famille Adams, la série télé, c'est lui qui jouait Fétide. Donc il a eu un devenir télévisuel et pour partie cinématographique, même si évidemment le rôle de sa vie, c'est celui-là. Il avait 7 ans au moment où le film est sorti et ça l'a marqué à jamais. Et en fait, il y a une espèce de quiproquo sur le rapport père-fils à l'origine même de ce projet, et qui est assez joli sur comment fonctionne le désir d'un cinéaste. C'est-à-dire que, comme il était en pleine crise sur qu'est-ce que je fais, où j'en suis, quelle est vraiment ma femme, tout ça, Chaplin allait voir des spectacles, tout ça. Et il est allé voir Jack Coogan, le père, sur scène. Et Jack Coogan, à la fin du spectacle, qui était plutôt pas mal, tout ça, a fait monter son fils de 4 ans sur la scène. Et là, son fils a commencé à danser. Et Chaplin s'est dit, ce gosse est incroyable. Et il est rentré chez lui, tout ça, il a parlé à son équipe technique, parce que tous les jours il allait sur le plateau pour commencer à faire d'autres courts-métrages, tout ça. Il leur a dit, j'ai vu un acteur incroyable, et un type sur le plateau lui a dit, ah oui, mais Jack Coogan, je vois très bien, Roscoe Arbuckle, on appelait Fatih, vient de l'engager, il a fait un contrat avec lui pour 3 ou 4 ans, et là Chaplin s'effondre, en disant, mais non, mais c'est pas possible, je peux pas perdre cet acteur, en fait c'est lui qui m'aurait permis de faire un film. Et là, tout à coup, parce que l'acteur devient inaccessible, il se met à rédiger des bouts de trucs, des bouts de scénarios. C'est là déjà qu'il a l'idée du vitrier et de celui qui casse, qui est parenthèse, une espèce de synthèse géniale d'une économie primaire, transposable dans le monde contemporain. Enfin, je veux dire, on peut imaginer par exemple qu'il puisse y avoir des sociétés qui fassent en sorte de produire des maladies pour ensuite vendre des médicaments. C'est pas inambitieux. Enfin voilà, ça peut parler de métaphores plus larges et contemporaines. Bon, et donc ce gag du vitrier, de celui qui casse pour pouvoir produire et provoquer du travail pour le père adoptif, va venir très très vite, et du coup Chaplin se met dans une espèce de désir et de frustration, je veux cet acteur, et il va être inaccessible, puisqu'on me dit qu'il va avec Roscoe Arbuckle, qui à l'époque est la deuxième grande star du burlesque, qui a fait d'ailleurs un certain nombre de films avec Chaplin lui-même. Et du coup, hop, il rechute, une espèce de mini-dépression, comment je vais faire, si c'est lui, tout ça. Son équipe lui dit, mais t'as qu'à prendre un autre enfant, enfin, c'est pas le seul enfant au monde à savoir bien danser, il y a d'autres possibilités. Et Chaplin dit, non, je suis sûr que c'est lui qu'il faut, aucun autre, on lui dit même, mais peut-être avec un petit noir, ce serait plus original. Et vous avez vu qu'il y en a un dans le film, celui qui porte la gerbe de fleurs, qui se retourne dans un gag, dont dans un des films sur le Kid, Abbas Kiarostami dit qu'inconsciemment, il a sans doute inspiré dans un des effets du vent nous emportera, c'est une espèce de confidence assez jolie sur une influence comme ça par-delà des âges, sachant que Chaplin, pour le coup, est vraiment le plus universel de tous les cinéastes. Et donc, en fait, un type va aller enquêter pour essayer d'améliorer la santé de Chaplin, et il va revenir avec une nouvelle qui est
mais c'est Jack Coogan senior qui a été engagé par Arbuckle. Donc l'enfant est libre. Et donc aussitôt, le lendemain, ils appellent le père en disant « On a une nouvelle très importante, il faut venir tout de suite au studio ». Ils ne lui disent pas pourquoi, par peur qu'Arbuckle le fasse signer, tout ça. Et une fois sur place, on lui dit « Est-ce que tu aimerais que ton fils devienne acteur? Maintenant tu signes là, on va lui faire le rôle de sa vie. » Et ça devient le kid. Bon, si c'est un film important, c'est aussi parce qu'il fonde un certain nombre de principes de mise en scène, d'idées, enfin, avec une espèce de limpidité démente. Voilà. Je viens de faire une conférence sur la simplicité chez John Ford, et alors quand je vois et revois des films de Chaplin, je me dis, mais le mot simplicité, il n'y a aucun cinéaste auquel il colle mieux que Charlie Chaplin. Il y a une espèce de dépouillement, d'assurance, alors très revendiqué, hein, y compris parce qu'il était agacé quand on lui disait qu'il faisait un cinéma un peu anachronique, ce qui n'est pas faux pour le coup. C'est-à-dire que quand le cinéma avance, dans les années 10 et 20, on va commencer à vraiment bouger la caméra, à changer d'axe, à montrer la virtuosité des raccords, tout ça. Chaplin s'en contrefout. Alors vraiment, il laisse ça aux autres, quoi. Lui, ce qui compte, c'est la frontalité et d'être à la meilleure place pour pouvoir enregistrer la scène qui met en valeur l'acteur. Voilà, et donc on va faire tout le temps au plus simple, mais vraiment de façon folle. Les Lumières de la vie, par exemple, c'est un film d'une simplicité de découpage complètement inouïe. Enfin, et ce qui donne vraiment au film son espèce de beauté, de grâce. Mais dans le kit, évidemment, c'est déjà extrêmement présent. Il y a très peu de découpage avec un retournement de la caméra qui va aller inverser la position des acteurs dans le cadre parce qu'elle passe de l'autre côté. On est presque tout le temps à la même place, on fait des raccords dans l'axe, on s'approche un peu, on s'éloigne un peu, on filme un peu de biais, mais on reste très souvent dans la position du spectateur de théâtre. Chaplin est vraiment quelqu'un qui est convaincu que la meilleure position, même au cinéma, c'est celle du spectateur de théâtre. Donc il va nous remettre peu ou prou dans cette position-là, avec évidemment un désir de valoriser par ailleurs les acteurs. Bon, mais après, il y a des idées de cinéma qui sont d'une simplicité et d'une efficacité absolument géniale. Je vais en citer quelques-unes comme ça pour égrener quelques scènes que j'aime beaucoup. Par exemple, pour faire une espèce de grand jeu qui va annoncer un résultat final tout à l'heure, il n'y a jamais aucun numéro qui apparaisse dans un film de Chaplin sans avoir un sens. C'est une espèce de loi, comme ça. On peut afficher ça comme ça. Là, par exemple, il y a, au moment où il va tomber sur le flic, il va du coup lui mettre la main sur le paletot et le secouer, alors qu'il croit que c'est sa femme qui est en train de s'amouracher lui, tout ça. On nous explique que c'est le 13e travail qu'il fait, et vous avez sûrement remarqué que sur la porte du flic en question, c'est la maison numéro 13. Donc évidemment, le chiffre est symbolique, c'est une convention qui veut que ça porte malheur, et que donc voilà, le 13e chiffre, du coup, est fatal et interrompt son activité commerciale et de travail. Mais il y a d'autres inscriptions comme ça qui font l'objet d'une attention très grande, mais à laquelle on peut ne pas être attentif, nous, comme spectateurs, parce qu'on se dit que c'est là un peu par hasard. Je pense par exemple à l'inscription sur l'asile de nuit, qui est la direction décline toute responsabilité en cas de vol d'objets de valeur. C'est évidemment une inscription géniale. Elle est géniale, parce que c'est le cœur même de la scène. D'abord parce que dans ce lieu de l'asile de nuit, il y a des vols, et qu'on va en voir un par le biais du pickpocket, sauf que Chaplin le renverse, puisqu'en fait le voleur est quelqu'un qui fait apparaître des pièces. C'est quand même génial. Au point que Chaplin, du coup, remet la main du voleur dans sa poche pour voir si ça marche une deuxième fois. Et puis, évidemment, la direction est en fait complètement véreuse, et elle est à l'origine du vol du bien le plus précieux, c'est-à-dire l'enfant. Donc cette annonce, qui est le premier plan qu'on voit de cet espace, en fait, annonce un retournement entier de la logique de l'espace, qui est que ce type-là est l'escroc absolu, et qui va, pour toucher une prime, vendre l'enfant à la police, ce qui lui permet par ailleurs de retrouver la mère, mais ça on en parlera juste après. Parenthèse, dans la séquence du rêve, ce type-là en question, le véreux, là, qui dirige l'asile de nuit, va se retrouver dans le rôle de Saint-Pierre, qui est quand même supposé être celui qui garde la porte de la frontière entre le bien et le mal, alors qu'on a vu avant qu'il était une espèce de figure du mal absolu, puisqu'il accueille les plus nécessiteux, il leur donne le dernier abri, et on voit dans quelles conditions, enfin. Et la question du chiffre, elle va être importante dans la dernière séquence qu'on va regarder nous maintenant, là, enfin dans pas très longtemps. Ouais, le 69. Parce que, évidemment, c'est un des clés de lecture de cette fin de film. Mais avant, je voudrais rebondir sur cette histoire de chiffres pour montrer que c'est aussi il y a un chapitre d'un livre très important sur le burlesque, signé par Peter Krall, qui s'appelle Keaton Géomètre, Buster Géomètre. Et en fait, chez Chaplin, il y a quelque chose d'une espèce de mathématique élémentaire.
il y a une espèce de plaisir de mathématicien, même pour enfants. C'est-à-dire qu'on apprend à compter avec Charlot, en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que dans cette séquence, par exemple, il y a deux scènes qui sont en miroir l'une de l'autre et qui travaillent vraiment sur qu'est-ce qu'une addition et qui nous apprend des additions nouvelles, des nouveaux modes de calcul. Il y a la séquence de la visite du docteur qui nous apprend que quand le docteur ausculte l'enfant, en fait, là, 1 plus 1 égale 1. Parce que quand on ausculte l'enfant, on met le thermomètre dans la bouche du père. Quand on ausculte l'enfant, c'est le père qui fait « Ah ». Et donc l'idée vraiment, là, mise en scène de façon extrêmement simple et extrêmement belle, c'est que les deux corps ne sont plus dissociables. Ils font un. Voilà. C'est une unité familiale d'adoption, tout ça, de recomposition, mais de toute évidence, maintenant, ils ne peuvent plus être séparés. Ce dont la mise en scène va évidemment prendre les leçons, puisque ensuite, il y a ce plan sublime, qui est un des autres plans les plus bouleversants de l'histoire du cinéma, où on voit l'enfant dans la carriole, là, en train de se faire emmener, dans le camion, où il hurle papa, où il hurle please, parce que pour le coup, le cinéma devient sonore, on les lit sur les lèvres, ces mots-là, et où tout à coup, le père, qui est à 3 étages plus haut dans la maison, de toute évidence, entend. C'est-à-dire que Chaplin est en train de faire un cinéma sonore alors qu'il est muet, et il abolit tous les murs, parce que la puissance de l'invocation amoureuse, l'art filial, est infiniment plus fort que tous les murs qui puissent exister. Ça réinvente l'espace, quoi. Et il a, pour le coup, cette réinvention de l'espace, il va l'utiliser dans d'autres films. Il y en a un où c'est sublime de la même façon. C'est évidemment la fin du dictateur, quand tout à coup, celui qui a pris la place d'Inkel se met à parler de l'amour fraternel, et où tout à coup, tous ceux qui peuvent encore tenir debout, ou assis, ou accroupis, mais qui peuvent ne pas être encore couchés et morts, se redressent pour écouter la voix de cet imposteur qui dit la fraternité du monde, et qui balaye tous les murs, toutes les frontières, parce qu'il y a encore un sursaut possible. C'est la même idée. C'est que l'amour peut abattre les murs, et du coup, se contre... Il ne faut pas utiliser des gros mots. Se contrefiche... Jamais utilisé ce mot de ma vie. Se moquer de l'ensemble des barrières, des frontières et des obstacles. Donc je disais 1 plus 1 égale 1 dans la visite du docteur, sauf qu'évidemment, dans la visite du représentant de l'orphelinat, là, 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que pour pouvoir se parler, il faut passer par le chauffeur. Et le maître n'accepte pas d'entendre une réponse en direct, encore moins qu'on lui pose une question. Il y a un intermédiaire systématique. Et évidemment, ces deux séquences se répondent entièrement. D'un côté, il y a quelqu'un dans une logique bureaucratique et inhumaine qui va rajouter des intermédiaires. Ça peut raconter des choses sur l'administration aujourd'hui aussi. Et donc on va inventer des intermédiaires tout le temps pour éviter et pour se protéger en tant que lieu de pouvoir. Hein. Et du coup, pour faire en sorte qu'il y ait des filtres comme ça, qui empêchent du coup l'humanité d'être transmise. Et de l'autre côté, il y a une logique de fusion, d'identification, qui fait que désormais, le père et l'enfant sont une seule et même personne, et donc ne peuvent pas être séparés. Ne peuvent plus être séparés. Voilà. Et dans le film, il y a 2000 idées comme ça, qui sont une espèce de simplicité absolue, et en même temps hyper brillantes, parce qu'elles sont immédiatement émotionnelles. L'immense force de Chaplin, c'est que non seulement il n'y a pas d'opposition entre le rire et les larmes, mais que dans les larmes, il y a tout le temps de la pensée. Enfin, dans les larmes et dans le rire. C'est un grand penseur, vraiment, en fait. Sauf qu'il pense en acte, il pense par la création. Et là, pour le coup, évidemment, c'est une vision du monde qui se déploie. D'ailleurs, elle est assez massive, si j'ose dire, cette vision du monde. C'est que tous les représentants des institutions sont du côté de l'inhumain. Tous. Aussi bien l'asile de nuit que j'évoquais, mais évidemment le médecin, évidemment les responsables de l'orphelinat, et évidemment le flic. Les flics. Donc, pour le coup, il y a une espèce de pulsion d'unité affirmée par ce choix à contre-cœur, hein, quand même. Enfin, parce que ce qui est génial, c'est par ailleurs que ce premier long-métrage va, au tout début, enregistrer la cruauté dont a fait preuve le personnage de Charlot au moment où il est apparu, en 13-14, parce qu'il y a quand même ce geste dément d'ouvrir la grille pour envisager de jeter l'enfant, quoi. C'est un geste génial.
Du coup, alors, sur l'humour noir, et effectivement, c'est la seule solution, il a raison. Pas le faire. Et effectivement, il y a un moment où il a tout fait pour montrer que l'espace est saturé, que le flic est là tout le temps. C'est l'invention d'un rapport à l'espace qui est dément quand même, parce que c'est sur une ville, enfin, ça se déroule sur une ville entière, et il y a 4 personnages importants qui apparaissent. Enfin, la femme apparaît toujours au bon endroit, la mère, là, le flic ou un autre flic apparaissent toujours au bon endroit, et donc il y a une espèce de puissance à inventer un monde à partir d'un territoire extraordinairement réduit. Je suis en train de dessiner les magasins dans les lumières de la ville, pour essayer de comprendre comment ils s'organisent, et comment il les fait apparaître, comment il fait apparaître la fleuriste à la fin, tout ça. Et c'est génial, c'est proprement génial. On a l'impression de voir une ville, en fait, on voit 5 magasins en tout et pour tout, et qu'en plus ils trichent sur l'emplacement, et qu'ils échangent de trottoir, et qu'en fait ça fait du sens. Enfin, c'est quelqu'un qui est en même temps dans un minimalisme, y compris sur ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas, avec des choix extrêmement radicaux sur le champ et le gauche. Donc, du coup, il y a une séquence qui parfois a posé problème, qui au début n'a pas été très bien comprise, qui est la fin. C'est-à-dire, à quoi ça sert ce rêve, tout ça? On va le regarder, puis on va le commenter un peu. On fait ça. Alors, j'ai pris au hasard. Enfin, peut-être c'est un peu avant, peut-être c'est au début. Donc, on va lancer les 5 dernières minutes, et puis on va commenter. Et puis, du coup, vous allez voir qu'on va aussi retomber sur des enjeux personnels, parce qu'il y en a aussi là. Et qu'on va aussi parler de voilà, ce que c'est que les conventions de cinéma, tout ça. On regarde, il y a 5 minutes, et puis on commente un peu certains des plans qu'on aura fait. Christelle, on te lance. Merci. Ouais, mais vas-y, n'importe où en fait. On peut faire une pause là? Non, mais c'était une mauvaise idée, on va laisser la scène. Je vais me contenir et je vais attendre la fin de l'extrait pour le commenter. Excuse-moi Christelle, on continue. Marquez The Price of Love. Ouais, le prix de l'amour.
Merci. Bon, on va commenter 3-4 choses. Alors d'abord, voilà, c'est une séquence qui se donne pour onirique, c'est une séquence de rêve. Le personnage s'endort sur le pas de la porte, parenthèse. Il est vraiment sans domicile là, puisqu'il a essayé d'ouvrir la porte. Que visiblement la serrure a été changée de ça, il n'a plus accès à son propre logement. Donc pour le coup, il est encore descendu d'un grade quand même par rapport à sa situation sociale et économique de base, qui est d'avoir un sous-toit futile exigu. Donc plusieurs ont remarqué que du coup, par exemple, les personnages se cognent et tout ça, et que dans son autobiographie, Chaplin raconte que là où il habitait à Londres, on ne pouvait pas se lever sans se cogner la tête au plafond. Donc c'est une séquence de rêve, et dans un premier temps, elle se veut magique avec une forme d'artificialité revendiquée. Il y a même un côté assez Georges Méliès, en fait, dans la façon de faire apparaître et disparaître les diables, dans les éléments du décor un peu fait main, quoi, sur les fleurs, etc. Du coup, on est dans un autre monde, littéralement, et évidemment, ce rêve est mis en parallèle avec l'idée du paradis. Donc, on voit Saint-Pierre, il y a les clés du paradis, et il y a malgré tout des représentants du mal qui vont pénétrer dans ce paradis et qui, du coup, vont entraîner la sortie du paradis, en l'occurrence par la mort. Ce paradis qui a par ailleurs à voir avec, par moments, le jardin d'Éden, puisque c'est aussi le lieu d'un amour libre et sans contrainte, un très court temps, parce que la sanction vient assez vite quand même. Donc du coup, Chaplin va reconvoquer des images religieuses, comme il l'a fait avec la croix, mais en les tordant, en les tournant en dérision. Parce qu'on ne peut pas tout à fait prendre au sérieux ce paradis d'apparat, quoi. Y compris parce que faut s'acheter les ailes pour en avoir, que c'est assez clairement un vendeur juif qui les vend d'ailleurs. On notera au passage le type barbu qui se frotte les mains un peu voûtées. On est vraiment à 2 doigts de la caricature qui malheureusement aura d'autres conséquences quelques années plus tard en Occident. Donc c'est un des plans les plus commentés en fait, celui-là, pour cette question-là. Est-ce que c'est un plan antisémite ou pas? Dans quelle mesure ce frottage de mains n'est pas à l'idée que les juifs ne sont intéressés que par l'argent puisqu'il n'existe qu'en un plan? Je passe là-dessus. Donc il y a l'idée que du côté du rêve, il y a le paradis, il y a le bonheur, il y a l'amour avec un grand A, qui serait comme ça transmissible, et qui du coup ne connaîtrait pas les frontières de la jalousie jusqu'à l'arrivée du mal qui vient mettre un terme à cet Éden fantasmatique. À l'intérieur de cette séquence, il y a aussi quelques petites allusions comme ça. Par exemple, on n'a jamais aussi bien vu les beds free qui apparaissent sur la pancarte, puisque je parlais du texte écrit. Et évidemment, les beds free dans un espace qui se veut être un espace d'amour libre, ça ne sert pas que à dormir. Et il y a des allusions comme ça sur le rapport à la sexualité, souvent chez Chaplin, c'est un thème qui l'intéresse vraiment, et qui là est une option possible, puisque en l'occurrence, la question de l'horizontalité et de la verticalité est traitée par la mise en scène, puisque je rappelle, c'est pour ça que je voulais arrêter l'image tout à l'heure, la jambe verticale de la jeune femme qui l'attire hors champ et qui du coup provoque chez lui un vol à l'horizontale. J'ai dit vertical à la place horizontale, non? Ouais, c'est ça. C'est pour voir si vous me suiviez, en fait, pas comme ça. Donc la jambe est à l'horizontale et du coup le corps de Charlot se met lui-même à l'horizontale pour pouvoir aller dans la direction de la concupiscence. Bon, voilà, donc il y a plein de petites inventions, y compris dans la redistribution des rôles, par exemple, l'arrivée du chien qui vole, plus ou moins bien d'ailleurs, là pour le coup on rit aussi du caractère très très artificiel de ce faux vol plané, mais est une espèce d'incarnation du chien offert par la mère à l'enfant, mais qui cette fois vit, voilà, à défaut de voler vraiment. En tout cas c'est un vrai chien, il vit, voilà. Bon, donc dans un premier temps, cette séquence de rêve incarne un certain nombre de solutions aux problèmes, à commencer par le problème de rivalité avec plus fort que lui, puisque le fameux frère est extrêmement amical et prêt à partager sa femme. Voilà. Et puis évidemment, ça tourne assez mal, ça tourne court, et très clairement, le rêve devient cauchemar, et donc le paradis devient enfer. De sorte que dans cette séquence de rêve, qui se voulait paradisiaque, on assiste quand même à la mort de Charlot, qui est quand même un tabou absolu. Enfin, parce que Charlot existe déjà depuis 1913, on est en 21, et c'est la grande star mondiale du cinéma sur tous les continents. C'est une immense star. Et là, dans cette séquence de rêve, on voit sa mort.
au point qu'au moment où les spectateurs la voient, ils doivent se dire, mais peut-être que c'est le film du deuil de Charlot. Peut-être que Chaplin ne va plus en faire avec Charlot. Il va passer à autre chose, ce qu'il essaiera de faire avec l'opinion publique. Et donc il y a un vrai enjeu en fait sur cette séquence, sur son degré de réalité. Est-ce que finalement il va se relever de cette chute abattue par un policier? Du coup, vous aurez remarqué qu'évidemment, le rêve est infiltré par des choses qui viennent du réel en fait. C'est-à-dire que les flics tirent, ils abattent des gens, ils sont dans la sanction, ils sont... Voilà. Et que la jalousie est de ce monde, et donc normalement, on ne partage pas à sa femme en lui disant « Tiens, vas-y, embrasse-le, c'est pas un problème. » Voilà. Bon, et ben du coup, on retombe sur notre question de pourquoi 69 ? Sur sa porte, il y a le chiffre 69, et évidemment, alors pour le coup, quand on voit le film dans sa continuité, c'est d'autant plus insistant que le passage de la réalité au rêve permet de retravailler sur le décor, de le blanchir, ou de créer des contrastes supplémentaires, de sorte que le 69 ressort vraiment au moment où on a le rêve. Ben, il y a une idée extrêmement simple. Voilà. C'est que c'est le chiffre, je dis ça pour les enfants, c'est les deux chiffres qui sont renversables, tout en continuant à dire la même chose. On peut inverser le 69 à l'infini, et ça reste un 69. Et évidemment, c'est ça la clé de la mise en scène ici. C'est que vous avez beau travailler sur une figure d'opposition de la réalité et du rêve, quand vous les renversez, ça reste la même chose. C'est-à-dire que le rêve est investi par la réalité et finit du coup par produire un cauchemar, la mort du personnage principal, l'effusion de l'enfant, etc., etc. Et du coup, la figure d'inversion qui s'impose ici, c'est la figure du chiasme. Un chiasme, c'est là aussi une figure très simple, on va rester sur les thématiques, mais ça pourrait être de la poétique. C'est une figure qui fait ABBA, c'est comme dans les rimes de certaines versifications. Donc ABBA, ça veut dire que le rêve ici devient cauchemar, et que du coup, et c'est pour ça qu'il faut voir cette fin à l'aune de cette inversion, la réalité, elle, devient... Non, oh ben non, vous n'avez pas suivi, je vais être obligé de tout recommencer. La réalité devient un rêve absolu. À la fin, on lui secoue les plumes, très littéralement. Du coup, il continue à avoir des gestes de poulet, là, comme il va en avoir dans l'arrivée vers l'or, par ailleurs. Et puis, il est quand même pris par le col, par le flic, dans un geste de sanction qui poursuit la logique du rêve. Il n'est pas mort, d'accord, mais il va aller en prison, ça va mal finir, tout ça. Le réel, du coup, va venir comme un coup près. Et en fait, il se passe exactement l'inverse. C'est-à-dire que Chaplin ose un truc de taré, qui est de résoudre tous les conflits du monde en 1 minute de cinéma. C'est un truc mais pas possible. Enfin, il faut vraiment être d'une liberté incroyable par rapport à ses producteurs pour leur dire « Vous avez déjà vu une happy end ? Ben moi, je vais vous en faire une, mais alors vous en mettrez jamais. » quoi. Le mec, il va retrouver à la fois un foyer, alors qu'il est à la rue, il ne peut plus ouvrir sa porte. Il va retrouver une femme, il y en avait une dans le rêve, mais en fait, il y en a une vachement mieux là. En plus, elle est hyper riche, donc il retrouve la fortune, il retrouve son enfant. Ça vous va ? On peut arrêter. Et la fin du film, c'est quand même ça. C'est-à-dire que le flic est là pour rire de l'accomplissement formidable de ce happy end qui résout tous les conflits du film. C'est une fin de fou, vraiment. Et du coup, évidemment, elle est d'autant plus folle qu'elle désigne le caractère très arbitraire de ce retournement, ce qui fait que, et donc elle se désigne comme happy end. Et c'est la force de cette fin, c'est qu'elle est tellement énorme qu'en même temps, on ne peut pas s'empêcher de se dire, mais dans le réel, est-ce que ça se passe vraiment comme ça ? Enfin, est-ce qu'on accepte le sans-abri là pour qu'il aille vivre avec un millionnaire ? Est-ce qu'elle ferme la porte derrière lui en disant merci aux flics ? Et évidemment, ça travaille par rapport au tout début du film, parce que le flic l'emmène en voiture, que la voiture c'est l'objet transitionnel qui a amené l'enfant vers lui. Au passage, on notera qu'ils avaient des difficultés pour trouver une voiture très luxueuse, donc ils ont sonné chez Griffiths, qui était un ami de Chaplin. Donc c'est la voiture personnelle de Griffiths, cinéaste de Naissance d'une nation et d'intolérance, qui sert au nom du kidnapping de l'enfant par les deux bandits là. Voilà, donc la fin du film, son côté hyper surprenant, est vraiment fondée là aussi sur une idée à la fois de scénario et de mise en scène, qui est une figure de chiasme et d'échange entre les valeurs du réel et du rêve, du cauchemar, de l'enfer et du paradis. La fin devient absolument paradisiaque, et c'est tellement trop beau que ça n'invalide pas tout le discours critique et social porté par ailleurs par Chaplin à l'intérieur du film.
quand on lit les mémoires de Keaton, Keaton date de ces années-là, le tout début des années 20, une conversation avec Cuisine, avec Chaplin, qui le relate dans un moment délicat, parce qu'on est en plein macartisme, et c'est pas le truc le plus chic qu'ait fait Keaton. Et il explique que Chaplin, dans ces moments-là, est influencé, en tout cas travaillé par la révolution russe et par le marxisme. Et en fait, même si il ne s'agirait pas de plaquer une grille marxiste sur certains de ces films, évidemment, l'injustice sociale et ici son retournement miraculeux sont des espèces de pieds de nez pour désigner l'adversité rencontrée par une figure du peuple et de la pauvreté contre ces fameuses institutions qui, une par une, essayent d'éloigner et de briser le couple père-enfant qui s'est constitué par la force des choses. Donc il y a évidemment aussi une vision sociale et politique, et donc une vision du monde qui transparaît à travers ce film qui travaille sur le rapport des rires et des larmes. J'essaie de faire une conclusion. Est-ce que vous voulez poser des questions? J'ai été fasciné par le jeu de l'enfant. Est-ce que l'on connaît son âge? Ah oui, il a 7 ans au moment où le film sort. Donc quand il tourne, il a 6 ans. 5 ans et demi quand Chaplin le repère et 6 ans quand il tourne. 6 ans aussi le nourrisson. Ouais, alors le nourrisson est dingue. Non, et donc sur le coffret intégral Chaplin, il y a un documentaire sur le clip qui est signé par Bergala. Et la moitié du film est sur le rapport à l'histoire, etc. Et l'autre moitié, il va en Iran et il va remontrer le film avec Kiarostami, qui fait partie des cinéastes chouchou. Et Kiarostami dit un truc très vrai et qui du coup donne aussi son piment à ce film-là. C'est que les enfants sont tellement extraordinaires dans le film que évidemment les adultes paraissent outranciers à côté. Ce qui fait que les très grands acteurs du film, c'est les enfants. Et du coup, Bergala l'oriente vers Jackie Coogan, tout ça. Et la réponse de Kiarostami, c'est il y a encore mieux, le nourrisson avec sa tétine. Non mais très sérieusement, s'il y a un plan de cinéma qui ne vieillira jamais, c'est celui-là. C'est-à-dire que là, il n'a pas d'âge, ce plan-là. Oui, monsieur. Ah oui, bien sûr. Est-ce que c'est vraiment moral, cette fin qu'un enfant, même pas, mais qui presque pardonne sa mère qui la laisse abandonner? Est-ce que c'est pas un peu immoral? Est-ce que c'est pas un peu une fin déloyale, je sais pas comment je vais dire? Est-ce que vraiment, de revoir sa mère parce qu'elle vous a fait ça, je ne sais pas comment dire, j'ai jamais que ça arrivé si je veux. Est-ce que la fin est morale, y compris parce que l'enfant accepte sa mère? D'abord, personne n'a jamais dit qu'il fallait que les films soient moraux. Non, mais je dis ça parce que Chaplin, du coup, lui, a tout le temps été accusé d'immoralité. J'ai un peu caché certains événements, mais par exemple, dans son divorce avec Mildred Harris, lui dit qu'il a accepté, pour que le divorce aille plus vite, de reconnaître qu'il avait fait preuve de cruauté mentale. Mais que l'accord avec elle, c'était mais par contre, on ne dit à personne, et du coup, je te paye l'équivalent de cette accusation, tout ça. Et elle a cédé aux journalistes, et du coup, il y a eu des conférences de presse, et du coup, c'est monté en épingle, etc. Donc la question de la moralité de Chaplin existait sur la place publique à ce moment-là, et elle s'est posée tout le temps, y compris sur le rapport au communisme dans la période du macartisme, mais y compris sur la lecture de ces films. Est-ce bien moral de le voir de nouveau en millionnaire à la fin de la rue vers l'or? Qu'est-ce que ça raconte, etc. Et là, effectivement, non, c'est peut-être pas entièrement moral, mais vraiment c'est un tel artifice que même le pardon de l'enfant à la mère devient secondaire au profit vraiment d'une figure redoublée du happy end. Enfin, je dis redoublée, mais triplée, quadruplée, quintuplée. Il s'agit vraiment de montrer que tout est résolu d'un coup de baguette magique qui s'appelle le cinéma. De sorte que le film, qui était quand même extrêmement noir, réellement, qui était extrêmement violent sur le rapport à la société, devient un conte de fées. Mais c'est un genre. C'est pas très important, mais je voulais savoir si il y a un sens quand même, il y a un sens à tout. Quand le flic l'embarque sur la dernière scène, l'embarque par le col, et puis il passe dans la rue, et puis il y a ces deux poteaux, et puis il revient, il fait le tour. Enfin bon, je trouve c'est très drôle. Est-ce que c'est uniquement pour être très drôle ou il y a encore autre chose? J'ai une autre question après qui n'a rien à voir.
Est-ce que tu peux dire quelque chose sur le cadrage, par moment, dans un cercle flou? Alors, le cercle flou s'appelle un iris, hein, donc c'est une figure de cinéma assez traditionnelle et que Chaplin va beaucoup utiliser, mais comme une majorité des très grands cinéastes du muet, hein, c'était vraiment une façon de retravailler sur la composition d'image, c'est un souci plastique d'abord. Et du coup, ça permet entre autres de travailler sur la question du foyer, sur la question de l'entre-soi parfois, la constitution de la famille. Il y a des thèmes qui tout à coup vont revenir chaque fois que Chaplin utilise l'iris. Mais ça peut avoir d'autres valeurs, ça peut évidemment accompagner des personnages qui s'éloignent, ça c'est la fin des temps modernes, enfin, c'est un des grands utilisateurs de cette fermeture à l'iris, de cette ouverture à l'iris, en général. Sur le contournement, je me suis beaucoup posé la question il y a quelques années déjà. Pour moi, il y a c'est de toute évidence une impro de Chaplin, et lui, pour le coup, dans ses discours, était très anti-théoricien là-dessus, et disait que ce qui comptait, c'était l'instinct de l'acteur, et que c'est ça qu'il fallait servir. Et je pense qu'à cet endroit-là, juste, il avait oublié qu'il fallait trouver une solution et que donc, du coup, il contourne, etc. Sauf que ça finit par raconter quelque chose et par produire du sens, qui est que c'est comme s'il y avait en tout lieu une bonne façon ou une mauvaise façon de se comporter, comme s'il y avait une règle qui était qu'il faut passer à gauche plutôt qu'à droite, et comme si, du coup, on était sous une espèce de contrôle permanent qui impliquerait l'idée d'un interdit et d'une faute permanente, quoi. Et donc, à ce moment-là, en repassant de l'autre côté, c'est comme s'il voulait effacer une faute absolument imaginaire, mais qui est devenue réelle dès lors que tout geste qu'il produit dans cette société devient une faute à l'égard de la société elle-même. Moi, je veux dire, à la fin, là, on voit tout de suite l'enfant qui se précipite sur son papa d'adoption, et puis la mère, moi, Et puis, on peut penser aussi qu'en fait, la mère, elle a peut-être mis au monde, mais on a l'impression que le petit garçon, il se réfugie dans les bras de son père et que quelque part, il va peut-être sortir par la porte de derrière. Je sais pas. Ça, c'est parce que tu es encore plus anard que Chaplin. Par ailleurs, cette fin est tellement consensuelle qu'elle est vraiment noble, parce qu'il est assez fondamentalement anard, vraiment. Enfin, donc l'idée de la fusion dans le foyer, où tout le monde est totalement réconcilié, et on imagine qu'un couple est peut-être même possible, c'est vraiment une utopie totale. Enfin, donc il est lui-même à contresens de ses pentes naturelles, qui est quand même un peu plus complexe et un peu plus désordonné que ça. Oui, il faut arrêter là, c'est ça. Merci beaucoup de votre participation et de votre attention, et à bientôt.